C'est juste après Cadence Disco de André Marceline que je vous dis bonjour à tous. Il est 13h et vous écoutez Choupote sur Delta FM 90.2, l'émission où plus ou moins 4 amis se posent, discutent et débattent entre eux sur des sujets plus complexes que l'explication d'un artiste contemporain sur sa performance. Aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être compris, nous allons faire un petit remake de notre toute première émission Choupote qui traitait de la question de l'art, en commençant par notre choupette qui nous parlera du syndrome de la page blanche. Puis après une petite pause musicale bien méritée et la deuxième chronique de notre choupette sur l'origami, nous enchaînerons avec Babouyou qui nous parlera de l'intelligence artificielle et des artistes pour conclure avec notre débat hebdomadaire, cette fois-ci, en souvenir du bon vieux temps bien évidemment, sur ce qu'est réellement l'art. Bonjour les chroniqueurs. Salut. Oh, quelle synchronisation. C'était magnifique. Comment vous allez ? Très bien, et toi ? Oh bah ça va, un petit peu malade, va y avoir la voix un petit peu enrouée pendant toute l'émission, mais ça fait plaisir d'être de retour après presque 2 mois. Parce qu'il faut savoir que la dernière fois c'était avant le 6 avril, la dernière fois qu'on a fait notre émission. Mais on n'a pas chômé entre temps parce qu'on a quand même été au nouveau festival. On a pu interviewer les élèves participants, etc. Donc on n'a pas rien fait, n'exagérons pas. Exactement, vous pouvez bien évidemment retrouver toutes les interviews qu'on a faites sur le site de Delta FM. Allez checker ça, c'est très sympa. L'ambiance était ouf, normalement ça se traduit à peu près dans nos interviews et nos petites émissions radio. Mais les gens étaient super, les projets incroyables, vraiment allez-y, ça vaut le coup. On s'est fait plein de potes aussi, c'était génial. Carrément. C'était très chouette. Et donc, Claire, tu vas nous parler du syndrome de la page blanche. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Et c'est parti. Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas cherché très loin pour ce sujet de chronique. Ou plutôt, j'ai trop cherché. J'ai vu ma page blanche de Google Doc et j'ai vraiment compris le sens de cette expression. Le syndrome de la page blanche. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'impossibilité de commencer ou continuer une œuvre pour un artiste. Ou un projet. Globalement, comme moi avec cette chronique. Sauf qu'on ne peut pas vraiment me considérer comme une artiste. Sauf si recracher des pois chiches par le nez, c'est considéré comme de l'art. Mais bon, bref. Ça peut. Tous les artistes sont passés par ce syndrome. Ou quasiment. C'est celui qui peut permettre de créer un peu comme l'ennui. Cependant, pour certains, cela peut s'apparenter à une vraie angoisse. C'est une sorte de blocage. Il peut apparaître quand l'artiste rejette toutes les idées qu'elle a en pensant qu'elles sont toutes bonnes à jeter. Comme moi qui réfléchis trop, car le sujet de l'art est beaucoup trop vaste et qu'il y a beaucoup trop de choses à dire. Du coup, je ne sais pas quoi choisir. Ce symptôme peut aller jusqu'à la dépression si l'artiste n'arrive pas à s'en sortir avec son œuvre. Rassurez-vous, chers auditorices, je n'en suis pas là. Même si à hauteur de presque 2 chroniques par semaine, j'ai souvent affaire au syndrome de la page blanche. Après moi, c'est pas trop compliqué pour m'en sortir, quand j'ai pas d'idée, je présente un livre. Et j'y ai sincèrement pensé aujourd'hui, mais malheureusement, malheur et damnation, je n'avais pas de livre à portée de main et je m'y suis prise un peu tard, donc j'aurais pas eu le temps de relire mon bouquin. Donc, j'étais vraiment dans un trou noir vicieux jusqu'à ce que je regarde littéralement ma page blanche. Mais pour d'autres, s'en sortir est bien plus complexe. Et la Clairette, elle a la solution pour vous. Enfin, plutôt Wikipédia, mais ça faut pas le dire. Une des solutions est de discuter avec les autres. Avoir différents points de vue peut débloquer de nouvelles idées. Ça peut aussi être écrire tout ce qui vous passe par la tête. Des descriptions de paysages, des paroles de musique, la recette de la moussaka. Une des façons de lutter contre la page blanche est aussi d'organiser son travail, en plan par exemple. Surtout si c'est de l'écriture. Si tu sais où tu vas, t'auras plus de chances d'y aller que si tu sais pas où tu vas. Il y a plein d'autres façons de sortir de la page blanche. Si cela vous arrive, sortez prendre l'air, aérez-vous la tête et faites les 2-3 conseils que je vous ai donnés. Ah, et petit bonus qui impressionne en soirée, le nom scientifique du syndrome de la page blanche est leucocélophobie. Faites-en ce que vous voulez, je pose juste celle-là. Merci beaucoup pour cette petite explication de la page blanche. Si je peux donner un autre conseil, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises idées. Oui. Exactement, parce que en fait, ce qui va se passer, c'est que on va à chaque fois se dire oui, c'est une mauvaise idée. Non, il n'y a pas de mauvaise idée, il n'y a que des mauvaises exécutions. Une idée, quand vous l'avez, en soi, ça ne vaut rien. Il n'y a pas d'idée de génie, enfin si, ça existe, mais en soi, toutes les idées, on les met au même stade, c'est rien du tout, c'est l'exécution qu'on va en faire qui va porter ces idées à un niveau complètement différent. Et donc c'est pour ça, si vous avez le syndrome de la page blanche, soit vous n'avez vraiment pas d'idées, et à partir de là, reprenez peut-être des idées que vous avez eues, soit vous avez des idées dont vous n'êtes pas satisfait,
C'est pas grave, gardez-les. Essayez de travailler avec, de continuer, et vous verrez petit à petit, ça prendra forme, et ça prendra forme dans quelque chose que vous aimez. Donc voilà, voilou. C'est ça, je veux rebondir sur ce que tu dis, où nous on fait tous les trois art plastique, donc en spé ou en option. Et je sais que moi j'ai été confrontée à ça rien que dans l'option, où par exemple le sujet que la prof elle nous donnait, ça m'inspirait pas. Puis il y a un truc qui a popé dans ma tête, j'ai fait oh, j'ai la flemme de réfléchir plus, je prends celui-là. Et au final, je l'ai bien agencé, je l'ai retravaillé, et au final, ça me plaît. Mais à la base, c'était juste oh la flemme de chercher plus. Mais typiquement, je sais que quand je vais composer, il y a beaucoup de fois où je dois composer et où j'ai vraiment aucune idée. Et une des autres solutions, c'est de travailler dans le rush. Ne le faites pas, c'est vraiment pas une bonne idée parce qu'à chaque fois on se retrouve à ne pas dormir. Mais en gros, qu'est-ce qui va se passer quand on travaille dans le rush? On est obligé de faire des compromis et de prendre les idées qui nous viennent. Et à chaque fois aussi, comme on a une certaine pression, on fait vite et on fait bien. Et forcément, on est beaucoup plus efficace que quand on travaille normalement. Après, le résultat est forcément moins bon. Il faut faire des compromis. C'est comme ça que je fais toutes mes chroniques. Claire, le mercredi et le vendredi matin, assise dans un couloir. Ah mais vraiment, c'était ça ce matin. Parce que ce matin, j'ai plus cours de physique, donc c'est génial, je peux faire mes chroniques le matin maintenant. Il n'y a que moi vraiment qui prépare mes chroniques la veille, voire 2-3 jours avant. Ah, l'année dernière, je faisais ça. Quand je fais des chroniques, elles sont prêtes la semaine d'avant, à chaque fois. Efficace. Ne prenez pas exemple sur moi, prenez exemple sur eux. Voilà, surtout sur Noé. Sauf les sons, à chaque fois les sons je les prépare la nuit d'avant. Généralement je prépare quand même mes chroniques la veille et après je fais mon montage le matin en rush. Non mais les chroniques musicales c'est long à préparer. Et en parlant de musique, est-ce que ça vous dirait une petite pause musicale? Carrément. On va voir, essayer de trouver en quoi une musique peut être considérée comme étant une œuvre d'art. On se retrouve dans exactement 4 minutes 36. C'était la danse sacrificielle. D'accord, on me coupe la parole comme ça, sympa, merci. C'était la danse sacrificielle, extrait du Sacre du Printemps, œuvre composée par Igor Stravinsky en 1913 et interprétée par Pierre Boulez avec l'orchestre de Cleveland. Il est 13h12 et vous écoutez Choupote sur Delta FM 90.2, l'émission où plus ou moins 4 amis se posent, discutent et débattent entre eux. Et cette semaine, nous parlons de l'art. Perturbant cette musique quand même un petit peu. Carrément, elle est... j'ai pas tout écouté, j'ai écouté que la fin, mais c'est un peu angoissant. Ouais, t'aurais fait une crise d'angoisse. Mais arrête, mais je suis pas sensible autant que ça. Hein. Ah, je pense qu'elle est quand même particulière. Je pense que t'aurais eu du mal. Déjà que la danse macabre m'a bien brassée. Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette musique. La danse macabre, incroyable. Je sais pas si tu parlais de celle-là ou pas, mais... Oui, la danse macabre. Incroyable. Très très stylé. Mais écoutez, le Sacre du Printemps en entier, ça vaut le coup. C'est vraiment une œuvre à part entière. D'ailleurs, est-ce qu'une musique peut être une œuvre d'art? On en parlera tout à l'heure. Claire, es-tu prête pour ta deuxième chronique? Oui. 3, 2... Ah ben non, j'avais oublié que le mot 1 existait. Rebonjour tout le monde. Oui, je sais, c'est incohérent de faire une autre chronique après une chronique sur la page blanche, mais il faut croire que ça m'a donné de l'inspiration. Pour cette deuxième chronique, aujourd'hui, je prends 2 de mes passions que je regroupe en une activité manuelle. Donc, waouh. C'est la blague qui t'a perturbé, c'est ça? Ouais, c'est la blague qui m'a perturbée, j'ai fait une belle moue là. Je reprends ma phrase, plus calmement. Oui, je sais, c'est incohérent de faire une autre chronique après une chronique sur la page blanche, mais il faut croire que ça m'a donné de l'inspiration. Pour cette deuxième chronique, aujourd'hui, je prends 2 de mes passions que je regroupe en une. Les activités manuelles et le Japon. Alors, j'aurais pu vous parler de la calligraphie japonaise, qui est divine, des estampes telles que celle d'Okuzai, ou encore de l'ikebana, l'art d'arranger les fleurs. Mais non, aujourd'hui, je vous parle d'un des arts japonais les plus connus du monde, l'art du papier plié. J'ai nommé... l'origami. Bon, je vous ai un poil fumé, car à la base, cet art vient de Chine. C'est pas du Japon. Mais il a été importé au Japon pendant le XIIIe siècle. Puis le pliage d'une et une seule feuille de papier s'est popularisé pendant l'ère Edo, donc au Japon, qui est de 1603 à 1867. Très large. À ce moment-là, les petites figurines de papier étaient destinées à des rituels. Le terme d'origami vient de oru
papier et de de oru qui veut dire plier, et de kami qui veut dire papier. Donc du japonais. Je vous présente maintenant Akira Yoshizawa. C'est le Zizou de l'origami, autrement dit. Un grand maître de l'art du pliage de papier. Il est à l'origine du système Yashizawa Randlet, et Randlet l'a amélioré, on va dire, qui permet de codifier le pliage de papier du premier pliage jusqu'au dernier pour pouvoir le refaire plus simplement. Ce système est maintenant international. Bon. Maintenant, connaissez-vous l'histoire de Sadako Sasaki ? Quand j'ai fait mes recherches sur l'origami, je suis tombée sur son histoire qui m'a énormément touchée. Sadaki est née le 7 janvier 1943 à Hiroshima. Elle avait 2 ans et demi quand la bombe atomique a explosé sur Hiroshima. Suite à ça, elle a été exposée à des radiations et a attrapé une leucémie. Une légende japonaise raconte que si quelqu'un fait 1000 grues en papier, orizuru, cette personne se verra accorder un vœu. Pour guérir, elle a donc entrepris de plier ces 1000 grues. Malheureusement, sa santé étant trop faible, elle savait qu'elle n'allait pas tenir jusqu'à 1000 grues. Donc avant de mourir, au bout de 644 grues, elle fit le vœu qu'il y ait la paix dans le monde. Ses camarades de classe ont fini le travail à sa place et l'ont enterrée avec les 1000 grues. Elle n'avait que 12 ans. Depuis, elle est considérée comme une figure de la paix et une statue à son effigie se trouve dans le parc de la paix à Hiroshima. Bon, j'aimerais finir ma chronique avec quelque chose d'un peu plus sympathique. Au Japon, il y a une tradition qui consiste à emballer les cadeaux avec des tissus qui s'appelle furoshiki. C'est une façon écologique d'emballer des cadeaux, ce que j'adore. Il y a des techniques pour tous les goûts, pour des cadeaux carrés, rectangulaires, ronds, avec des formes plus alambiquées les unes que les autres. Je trouve que c'est une super alternative aux emballages en papier cadeau qui sont très peu écologiques. Merci beaucoup Claire pour cette deuxième petite chronique. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi l'origami serait un art ? Alors, c'est clairement dans l'art du papier plié. Pour moi, c'est quelque chose, tu permets de créer de tes propres mains quelque chose qui peut qui peut être destiné à être artistique, à être une œuvre. Après, est-ce que ça serait pas plutôt art en tant que technique dans l'art du papier plié ? Parce qu'en soi, l'origami, c'est ça. Enfin, on le qualifie ça comme l'art du pliage de papier. Donc, est-ce que c'est art en termes de technique, comme on a pu voir en philo ou en philosophie, l'art, c'est la technique ? Ou est-ce que c'est plutôt art dans le concept qu'on a, nous, plus récemment en tant que courant, c'est-à-dire une œuvre... tu vois, après ça, c'est chacun un peu s'en fait sa définition, tu vois. On va pas pré-shot un peu le débat de tout à l'heure qu'est-ce que l'art ? Parce que, je sais ce que, dans ton regard, là, Noé, accusateur, que tu voulais que je pré-shot un peu la question. Voilà. Et je le ferai pas, parce qu'on le fera tous ensemble. Que je ne veux pas patauger dans la semoule toute seule. Exactement, je voulais voir un petit peu où est-ce que tu pouvais mener tout ça, on en reparlera tout à l'heure. Mabouillou, es-tu prêt ? Oui, je suis parler prêt. des intelligences artificielles. Eh oui. 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 Tout à fait. Oui, exactement. Prêt de près ? Prêt, archi prêt. 100%. À 1000 même. Ok, 3, 2... Merde, c'est quoi le mot déjà ? 1, c'est pas compliqué. Oui, 1. C'est parti. Coucou les loulous, cette émission tombe très bien car il se trouve que j'ai postulé pour une école d'art qui nous demandait de faire une dissertation sur l'opposition entre artistes et intelligence artificielle. J'ai trouvé donc super intéressant de vous lire la première partie de ma dissertation car j'ai pas mal d'anecdotes actuelles sur ce sujet. J'ai coupé pas mal de morceaux donc c'est pas du tout complet, mais il y a quand même quelques questionnements plus ou moins philosophiques que je trouve intéressants. Alors on y va. L'intelligence artificielle entre de plus en plus dans notre quotidien. Aujourd'hui, les professeurs sont obligés de préciser de ne pas utiliser ChatGPT pour les devoirs et de nombreux artistes s'expriment à ce sujet. Les débats sont nombreux et les questions et inquiétudes sont sur toutes les lèvres. Nous verrons donc ici quelques exemples qui montrent l'importance et l'impact des IA dans le monde artistique d'aujourd'hui. Vous le savez peut-être si vous avez suivi l'actualité, mais un artiste qui a remporté lors des Sony World Photography Awards, mon accent est magnifique, 2023, un concours photographique, a refusé le prix qu'il a remporté. Mais pourquoi est-ce qu'il l'a refusé ? Eh bien car le candidat en question, Boris, désolé si j'écorche son nom, Eldagsen,
Eldagsen. Quelqu'un a une idée de comment on prononce ça? Boris Eldagsen, ouais. Ben voilà, très bien. Donc, le candidat en question a avoué que sa photographie nommée Pseudomnesia the Electrician avait été réalisée par une intelligence artificielle. Après avoir révélé la supercherie, il déclare ceci. Pour moi, travailler avec des images créées par IA est de la co-création dont je reste le réalisateur. Combien d'entre vous savez ou soupçonnez que c'était généré par une IA? Il y a quelque chose qui cloche, n'est-ce pas? La définition de la photographie est-elle assez large pour accepter des images faites par IA ou cela serait-il une erreur? Avec le refus de mon prix, j'espère ouvrir le débat. Ainsi, cet artiste utilise l'IA comme un fragment de son œuvre, comme l'a fait Laureen McCarthy. Ça, c'est une meuf dont j'ai parlé normalement dans l'introduction de ma dissertation. Je vous laisse suivre. Cette réalisation pose le problème de la légitimité de l'IA dans l'art. Ce qu'elle a fait ne peut être considéré comme de la photographie, mais plus comme un collage, un montage de photos qui appartiennent à quelqu'un d'autre. On peut aussi se poser la question de la place de l'IA dans cette œuvre. Boris Eldagsen déclare qu'il s'agit à ses yeux de co-création. Mais est-ce que l'IA a effectué... J'en ai marre de bafouiller. Je n'ai plus l'habitude de lire des chroniques. C'est catastrophique. Prends ton temps. Si tu bafouilles, sincèrement, on s'en fiche. Complètement. Tant que tu parles, sincèrement, on comprend. Tant que je comble les blancs et que j'évite la page blanche. Exactement. Mais donc, est-ce que l'IA a effectivement joué le rôle d'outil, puisqu'au service de l'artiste, ou de réalisatrice, puisqu'elle a réalisé à partir de ses propres données un travail qui ne dépend d'aucune sensibilité humaine? Bon, autre anecdote, le jeudi 9 mars est sorti au Japon un manga réalisé grâce à une intelligence artificielle. Son créateur, Rootport, a utilisé l'IA Midjourney pour créer les dessins de son manga. Il déclarera que cela permet même aux personnes n'ayant aucun talent en dessin de créer une œuvre. De plus, ce n'est pas une IA qui a imaginé l'histoire, mais bien qui a donné des morceaux de dessin assemblés par le créateur. Ainsi, l'IA s'est contentée de fournir seulement la base des dessins. Et si cela permet effectivement à tous de s'ouvrir au domaine artistique sans talent, avec des gros guillemets, cela pose aussi la question de l'apprentissage et du terme même du mot talent. Mais alors tous les dessins des bandes dessinées et des mangas finiront par se ressembler, puisque dépendant d'une même banque de données. Et les dessins simples, comme dans les BD tels que Le Trop Grand Vide d'Alphonse Tabouret, Les Cahiers d'Esther, ou encore récemment, j'ai oublié son nom, mais la BD qui a remporté le prix de la BD, c'est juste des ronds. C'est une BD avec que des ronds. Et Les Guistioles. Non, pas du tout, pas les Guistioles. Les Guistioles, c'est une BD que j'aimerais bien créer, mais c'est autre chose, voilà. Mais donc, tous ces dessins simplistes, ils n'auront plus lieu d'être, voilà. Le style et la qualité du dessin n'auront plus aucune importance, et l'idée même d'originalité pourrait venir à disparaître. Au-delà de ça, cela pose la question de savoir ce qu'est le talent. Beaucoup d'artistes très talentueux préfèrent s'exercer à des arts plus simples, comme l'art naïf, et pourtant, on ne peut leur ôter leur talent. On peut par exemple citer Pascal Audin, dont les dessins sont très simples, mais qui a un talent évident, car original et sensible. Les questions morales soulevées par cet événement sont nombreuses, mais ces deux-là me semblaient primordiales. Un autre domaine fortement touché par les IA est le domaine musical. En effet, les intelligences artificielles sont capables de créer des musiques, mais une IA n'est pas en capacité de créer à partir de rien. Elle doit utiliser des œuvres musicales déjà créées, des données chiffrées et vidées de sens. Ainsi, si cela permet à tous de s'ouvrir à l'art musical, cela constitue aussi, d'une certaine façon et aux yeux de certains artistes, à voler les œuvres de certains musiciens. L'IA prend donc des œuvres, les découpe et les recolle entre guillemets pour créer quelque chose de nouveau. Je simplifie, mais c'est globalement le fonctionnement. Beaucoup de musiciens se sont donc plaints de cette violation de leur propriété intellectuelle. Nous avons donc vu dans cette partie quelques domaines impactés par l'arrivée de l'IA et nous allons voir dans cette seconde partie les impacts négatifs sur les domaines artistiques et d'où vient la réticence des artistes à faire une place à l'IA dans leur domaine. Vous voyez, j'ai très bien poussé ma rédaction, elle est vraiment très complète. Et ça, c'était seulement la première partie. Imaginez la qualité de la suite. Waouh. Voilà, qu'en pensez-vous, mes petits choupottes ? Eh bien, je pense que ça va nous permettre de lancer le débat. Est-ce que vous êtes d'accord Quel génie de en transition. lancer ce magnifique débat qui nous attend, ce débat qui s'annonce mouvementé, parce que je sens qu'on ne va pas tout à fait être d'accord. En tout cas, que je vais être en désaccord avec vous, ça c'est certain, je pense. Êtes-vous prêts ? Complètement. Let's go. Oui. Et donc la question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est comment on pourrait définir l'art. Donc en fait, premièrement, on va essayer de trouver de quoi il se compose. C'est très compliqué comme question. Ouais, surtout que l'art,
y a forcément une définition de l'art, mais chacun a un peu sa propre définition, comme tu peux avoir ta propre définition de ce que c'est la liberté, comme tu peux avoir ta propre définition de ce que c'est... Bon, j'ai pas d'autres exemples, mais l'art, on va souvent associer ça à quelque chose de beau. Je m'explique là-dedans. Beau, c'est pas le terme exact que je voulais, mais on a tous un peu une attente de ce que c'est de l'art. Esthétique. Et je préchote ta question suivante, Noé. Par rapport à la musique. Celle que tu nous as posée en début de... Alors, si tu veux la garder pour plus tard, je peux garder les arguments pour T'inquiète après. pas, tu peux. Parfait. Pour moi, ça... Ouais, c'est très dur de définir l'art. Soit t'as l'art comme technique, comme je l'ai explicité un peu plus tôt, mais après... Parce que, oui, il faut savoir que l'art, en fait, si on remonte à l'époque de l'Antiquité grecque, c'était une définition qui visait les travaux manuels en règle générale. D'où Donc, le mot, d'où artisan, artisanat, Exactement. etc. Mais aujourd'hui, on en a une toute autre définition. Mm. Et donc, c'est ce qu'on essaie de déterminer aujourd'hui parce que c'est très compliqué. Car oui, si on regarde un petit peu les définitions qu'on peut trouver, si on met de côté les définitions de dictionnaire très pragmatiques, si on regarde du côté des philosophes, on a Kant qui décrit l'art comme étant quelque chose de beau en soi. Il va le décrire comme étant le beau, sauf que qu'est-ce que c'est le beau ? Il va essayer de justement le contrebalancer en expliquant ce qu'est le beau, mais que le beau n'est pas le beau comme on penserait le voir, mais que c'est beaucoup plus relatif au sentiment, enfin à quelque chose d'objectif que l'on va ressentir en voyant l'art. On a Bergson qui va dire que l'art c'est objectif. On va par exemple aussi avoir Platon qui va dire que l'art c'est le vrai. Enfin, on en a plein partout. Et c'est pour ça c'est très compliqué aujourd'hui de définir l'art. Moi, j'ai une petite définition de l'art qui, pour le coup, je pense est très personnelle. Pour moi, quelque chose devient de l'art à partir du moment où on le crée dans l'optique de faire de l'art ou de créer quelque chose d'artistique et que la personne qui regardera cette œuvre l'aperçoit comme étant artistique. Enfin, par exemple, J'aime bien cette version. j'aime beaucoup aussi. Enfin, personnellement, j'aime Bah, beaucoup c'est- ma propre c'est- définition. Oh, c'est étonnant, dis donc. Par exemple, si je vais faire un petit dessin dans un carnet de croquis, que je compte le montrer à personne, que pour moi c'est juste par exemple pour m'exercer, à mes yeux c'est pas vraiment de l'art, c'est de la création. Par contre, si jamais je crée une peinture super simple, ou juste j'éclate des taches de peinture, ou je sais pas, n'importe quoi, mais que je décide que c'est de l'art pour telle ou telle raison, pour mes ressentis, etc., et que je le montre à quelqu'un et que cette personne la perçoit comme étant de l'art, pour moi ça reste de l'art. Mais je ne dis pas qu'à partir du moment où n'importe quel gugus arrive et dit « Ah mais c'est pas de l'art, moi aussi je peux le faire », comme certains peuvent le faire devant les œuvres de Picasso, je dis pas que ça enlève le fait que c'est de l'art, juste la relation change. Pour moi, tu pourrais aussi rajouter une dimension de message derrière. C'est-à-dire que si tu fais juste ça en disant c'est de l'art, et tu le percevras comme de l'art, mais que t'as pas spécialement, enfin, que t'es pas capable d'expliquer pourquoi c'est de l'art, tu vois. Enfin, pas pourquoi c'est de l'art, mais pourquoi, quel message tu peux avoir derrière. Je suis pas trop d'accord avec la notion de message. Ouais, je suis d'accord avec toi, Babou. Je peux donner un exemple ? Vas-y. Par exemple, l'année dernière, j'ai fait un projet où j'ai mis de la mousse à raser dans un pot. J'avais pas pour but de faire passer un message. Hein. Je me suis juste dit, oh, c'est super intéressant pour travailler la sculpture. Et vraiment, juste, voilà, mais il y avait aucun but de message. Il y avait juste un but de création pour le coup. Bah, après, moi, la façon dont je dis message. En fait, message, c'est pas forcément c'est le plus mieux. Mais une volonté d'intellectualisation. Ah ouais. oui, ok. C'est surtout aussi si tu peux justifier le choix. Par exemple, pourquoi t'as mis de la mousse à raser. Si tu C'est une m'expliques- vraie question, faut que je réponde. Bah, par exemple, oui. Quel était le but de la mousse à raser ? Pourquoi t'as pris de la mousse à raser et t'as pas pris une chaise, tu vois ? C'était pour faire parce que le thème était la sculpture et que je voulais faire l'opposition entre la sculpture, on voyait direct la pierre, quelque chose de solide qui bouge jamais, et la mousse à raser qui allait se dégrader au fil du temps jusqu'à disparaître complètement. Bah, tu vois, comme ça, tu l'as justifié. Et donc, au final, t'as quand même un message, entre guillemets, où bah, c'est. Ou un Là, tu vois, objectif. Une En intention. fait, voilà, Une merci, intention. intention, c'était mieux. Ou tu vois, ton truc, c'était, bah, moi, je veux prendre le contre-pied de la sculpture en pierre, tu vois. Mais c'est un peu enfin je suis totalement d'accord et je trouve que tu l'as très bien dit, mais c'est un petit peu ce côté-là aussi d'avoir la volonté de faire quelque chose d'artistique parce que en soi oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Si par exemple quelqu'un avait juste fait j'ai envie de devenir célèbre, de faire de l'art, avait mis de la mousse à raser comme ça sans aucun objectif, ça Ouais. aurait pas Si été on lui demande considéré pourquoi comme t'as mis de la mousse à raser, qui dit parce que. Ou Pour qui moi, fait ça. pour faire de l'art. Ouais. Voilà.
Alors que là, toi, tu l'as justifié derrière. Oui, ok. Je suis en même Je suis temps... plutôt d'accord et en même temps un peu mitigée. C'est ça, je suis en même temps d'accord avec vous, mais en même temps, je trouve que vous avez des choses que vous avez pas très très bien dit. C'est un peu mon sujet de grand oral, donc j'ai vas-y. beaucoup réfléchi, donc je risque de faire un petit monologue actuellement. Mais la définition de l'art que j'ai essayé de trouver, qui est assez moderne aujourd'hui et qui essaie d'englober à peu près tout ce que vous avez dit, en fait, ça se compose de deux choses, principalement. Ça va se composer de l'esthétique et de l'intellectualisation. L'esthétique, qu'est-ce que c'est ? En soi, ça va être donc la forme que va prendre l'œuvre d'art. Donc finalement, c'est juste un outil qui va permettre à l'artiste de faire passer son intention au spectateur. Par exemple, je ne sais pas si on va prendre La Fontaine de Duchamp. La Fontaine de Duchamp, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une œuvre qui a été faite au début du XXe siècle et qui pose en fait juste un urinoir sur un socle. Ok, pourquoi c'est une œuvre d'art ? Il y a tout un cheminement intellectuel derrière qui est super important que Duchamp a fait, et donc il va le transmettre à travers ses choix. Donc son choix pour le transmettre, ça a été de poser un urinoir là pour justement remettre en cause les codes de l'art, ce qui était son intention. Donc ça va être le moyen de faire passer son intention, c'est ça l'esthétique. Et après, l'intellectualisation, elle, c'est comme je l'ai dit, ce que l'artiste va faire, le cheminement intellectuel qu'il va faire, les questions qu'il va se poser. C'est-à-dire, ok, j'aimerais bien faire telle chose, pourquoi faire telle chose ? Qu'est-ce que ça implique derrière ? Pourquoi ça implique ces choses ? C'est ce genre de choses qui va être super intéressant. Et en gros, ça, il va le transmettre au spectateur grâce à l'esthétique. Et donc en fait, finalement, l'art, ça va n'être que des choix. Il va faire des choix tout le temps. Donc du point de vue de l'artiste, ça va être des choix intellectuels et esthétiques qui finalement sont reliés. Mais du point de vue du spectateur, il y a aussi cette notion d'intellectualisation. Tu peux pas rester devant une œuvre d'art et te dire tout simplement « ouais, c'est joli » et passer à côté. C'est-à-dire que là, soit, en fait, il y a deux problèmes qui vont se poser. Soit c'est une sensibilité à l'art, donc qui est généralement due à l'éducation que cette personne n'a pas et donc ne peut pas recevoir cette œuvre d'art comme l'artiste a voulu que le spectateur la reçoive. Soit c'est tout simplement que l'artiste n'avait pas d'intention et ne les a pas fait transmettre à travers l'esthétique. Donc pour moi, c'est comme ça que l'art pourrait se définir, c'est à travers une esthétique et une intellectualisation, donc une certaine mise en question d'éléments. Et c'est là où ça s'oppose à des productions artistiques, ce qui est très important de faire la différence. Pour moi, des productions, c'est des œuvres qui vont travailler seulement l'esthétique afin de divertir le spectateur. Alors que l'œuvre d'art va chercher à faire réfléchir le spectateur. Ok. Ouais. J'ai donné beaucoup d'éléments, c'est assez indigeste la façon dont je l'ai dit. Bah non, je suis d'accord un peu. Mais en fait là où je suis pas d'accord avec ce que tu as dit, Babouyou, c'est, si je me trompe pas, je veux pas déformer tes propos, tu as dit que l'art, c'est à partir du moment où un artiste choisit de mettre quelque chose en œuvre d'art et où le spectateur est d'accord que c'est une œuvre d'art. Bah c'est que pour moi, c'est une relation entre guillemets. Je sais pas comment expliquer. Mais je suis pas spécialement d'accord. Tout le monde ne sera pas capable de... Je pense pas que n'importe quel spectateur puisse participer au fait de dire que c'est une œuvre d'art ou ce n'en est pas une. Mais c'est un côté aussi un peu personnel. Par exemple, je vais reprendre l'exemple dont j'ai parlé tout à l'heure, Pascal Audin. C'est un artiste qui fait de l'art naïf. Je sais pas s'il dessine autre chose, mais en tout cas, il fait des petits bonhommes très mignons. Et je connais des gens qui étaient en mode « Ouais, mais c'est pas de l'art, c'est juste des bonhommes. On dirait un enfant de 5 ans pourrait créer des bonhommes comme ça. » Et peut-être que du coup... ça reste de l'art quand même. Ah, j'ai la tête cassée. Est-ce que je peux réfléchir et revenir après ? Bien sûr. C'est là que c'est compliqué. Là, c'est que c'est super intéressant. C'est qu'en fait, il faudrait les 4 heures de philosophie pour faire ça, quoi. Ah, mais on a 1 heure, je pense. On peut argumenter pendant cette heure-là. Mais qu'est-ce que l'art ? C'est un sujet de philosophie. Exactement. Et donc, en fait, là où j'étais pas spécialement d'accord avec toi, Bouyou, c'est qu'une œuvre d'art, certes, ça peut pas exister sans un public. On est d'accord. Enfin, une fois que, par exemple, la Joconde, s'il n'y a pas de public qui la regarde, finalement, personne ne sait qu'elle est là. Ça devient une peinture dans un atelier, quoi. Non, ça devient un objet que personne ne voit. Encore plus, tu vois, ça devient rien parce que personne n'est là pour témoigner que c'est là. Et donc, finalement, en fait, là où je veux en venir, c'est que le public, certes, a un rôle pour faire en sorte que l'objet existe, entre guillemets, mais par contre,
il n'est pas là pour dire c'est une œuvre d'art. Ça, c'est l'artiste qui va, à travers ses choix, le faire comprendre au public. Mais c'est pas le public qui décide si c'est une œuvre d'art. C'est que pour moi, en fait, je pense que l'artiste peut parfois un peu, pas se mentir à lui-même, mais que la personne qui crée quelque chose peut penser que c'est de l'art. Mais c'est pas l'artiste qui décide non plus. Oui, mais justement, en fait, pour moi, c'est qu'il faut que, en gros, pas forcément un spectateur, mais que les personnes qui vont regarder l'objet en question se mettent d'accord. Mais c'est un accord tacite entre guillemets. Faut qu'il y ait une reconnaissance de l'objet pour toi, pour qu'il y ait une œuvre d'art. Pour moi, oui, parce que si on reconnaît pas que c'est une œuvre d'art, c'est comme si elle n'existait pas. Tu vois, si par exemple personne n'avait reconnu que l'urinoir posé sur un socle était une œuvre d'art, et je sais pas, imaginons qu'il était posé dans un restaurant, tout le monde se serait dit oh c'est nul des toilettes, des toilettes devant tout le monde, bah ça aurait plus été une œuvre d'art puisqu'il n'aurait pas eu la reconnaissance d'une œuvre d'art, il n'aurait pas donc eu l'impact qu'ont les œuvres d'art, et il n'aurait pas eu l'importance et il aurait fait réfléchir en fait, personne. Pour moi là il faut différencier œuvre d'art et œuvre d'art. En fait il y a l'œuvre d'art du point de vue populaire. C'est-à-dire ce que tu as décrit, la reconnaissance que le public va avoir en une œuvre d'art justement, ou alors en une production artistique, parce que ça se trouve le public peut se tromper, la majorité est plus con que la moyenne, on va dire ça comme ça. Et d'un autre côté, on a œuvre d'art, comme j'ai essayé de le définir tout à l'heure, c'est-à-dire les choix que va faire l'artiste. Donc finalement, s'il n'a pas de reconnaissance de public, ça veut tout simplement dire que le public ne s'y intéresse pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne prend pas, mais ça peut rester une œuvre d'art. Mais c'est pas parce que le Par public exemple, ne s'y intéresse pas qu'ils acceptent pas que c'est une œuvre d'art. Mais t'as plein d'œuvres. Je pourrais pas en citer, j'ai pas d'exemple, mais t'as plein d'œuvres. Je crois que Van Gogh en a fait partie, qui ont été en fait tout simplement reniées pendant des années, enfin oubliées, alors qu'aujourd'hui on les considère comme étant des œuvres d'art. Mais pourquoi avant on les considérait pas comme étant des œuvres d'art? Pour reprendre ton exemple de Van Gogh, c'est surtout qu'en fait il a été connu après sa mort. Tu vois. Oui. Ce qui est quand même super triste. Oui. Et par exemple, à chaque fois qu'il y a un scandale dans les années, au début du XXe siècle, il y avait des scandales toutes les semaines, disait mon prof d'art plat. Par exemple, pareil, l'urinoir de Duchamp, ou alors même ce qu'on a écouté tout à l'heure, la Stravinsky, le Sacre du Printemps, ça a fait un scandale. Beaucoup considéraient que ce n'était pas des œuvres d'art, alors qu'aujourd'hui elles sont mondialement reconnues. Donc en fait, il y a œuvre d'art en termes de reconnaissance, mais aussi œuvre d'art en termes d'objets artistiques. Bah c'est qu'en fait, à mes yeux, je suis d'accord, mais c'est qu'à mes yeux, il y avait ce côté où c'est comme si elle n'existait pas, entre guillemets. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Juste pas reconnue. Elle perd son sens, elle perd son... Ouais, mais si quelque chose n'est pas reconnu, ça veut pas dire pour autant que ce n'est pas qualitatif. C'est vrai. Oui, non, non, je dis pas du tout ça. Je dis pas ça, c'est juste... Ça perd son objectif. Une œuvre d'art, elle sert pas forcément à quelque chose, mais il y a une intention derrière qui fait qu'elle a un but, entre guillemets, même si c'est juste de faire réfléchir, même si c'est juste d'expérimenter quelque chose. Encore une fois, je reprends la mousse à raser parce que je connais très bien ce sujet. Encore une fois, la mousse à raser, le but c'était juste d'expérimenter quelque chose et de remettre en question le concept de sculpture. Et ce que je veux dire, c'est que si jamais cette personne n'avait reçu le message de l'œuvre, c'est comme si elle n'avait plus d'essence même d'exister. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure, comme on l'a dit, si une œuvre n'est pas vue, alors elle n'existe pas parce que le public n'est pas là pour en témoigner. Oui, et on pourrait reprocher la même chose. Si par exemple Van Gogh avait une œuvre cachée quelque part que personne n'avait jamais vue et que maintenant on l'a trouvée, ça resterait une œuvre d'art, même si pendant des années elle a été cachée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai une question. Ouais. Est-ce que pour vous, là on parle d'œuvre d'art et d'intention justement, est-ce que pour vous il vaudrait mieux qu'une personne, quand il regarde une œuvre d'art ou qu'il écoute une œuvre d'art, qu'il sache avant de l'écouter les intentions de l'artiste, c'est-à-dire pourquoi il l'a fait, s'il y a un pourquoi il l'a fait? Ça dépend. Avant de l'écouter. Je trouve que ça dépend. Parce que pour moi, il y a deux choses. Soit c'est le choix du spectateur, et à partir de là, c'est le spectateur qui choisit. Soit c'est le choix de l'artiste, ce qui s'inscrit complètement dans l'œuvre d'art en soi. Parce que si un artiste choisit de dire « Ok, j'ai fait ça pour telle chose », le spectateur ne va pas recevoir l'œuvre d'art, ne va la recevoir complètement différemment en fait. Mais en fait, il va la recevoir comme... En théorie, voudrait l'artiste qui la reçoive. Ouais, c'est ça. C'est l'artiste qui choisit parce que c'est l'artiste qui va choisir comment il voudrait que son œuvre d'art soit transmise. Et donc, le fait de dire ses intentions, ça peut être un choix esthétique, tout comme faire une fleur au bord d'un cadre, tu vois.
Donc en fait, pour moi, ça dépend. Et si tu parles d'œuvres d'art qui aujourd'hui sont reconnues, et par exemple, encore une fois, je vais reprendre l'exemple Le Sacre du Printemps, tu vois. Par exemple, si on n'a pas forcément les intentions de l'artiste parce qu'on ne sait pas si l'artiste voudrait, ben, ça dépend. Moi, j'aime bien découvrir une œuvre d'art et après connaître les explications parce que ça me fait réfléchir avant. Mais d'autres aiment bien recevoir les explications pour essayer de justement comprendre pourquoi ça a été fait comme ça. Ce que je préfère personnellement quand je découvre une œuvre d'art, c'est regarder, réfléchir par moi-même, enfin après œuvre d'art, voilà, et après connaître les intentions de l'artiste et y retourner. C'est-à-dire que je regarde, je me fais mon avis, je réfléchis, je me questionne en tout cas. Après, je sais ce que l'artiste a voulu dire et je la regarde avec son regard à lui. Et j'adore aussi voir la différence entre ce qu'on perçoit, notre impression, nos sensations, et ce que le message caché et le vrai sens du message caché. Parce que moi, ce qui me questionne, c'est avec tout ce qui est littérature et ce qu'on nous apprend au collège, enfin pas au collège, en première. Voilà, où tu dois faire des explications de texte, etc. Où, bah, en soi, tu sais pas vraiment. On te demande de savoir ce que l'auteur veut dire, mais soit, enfin, il y a des trucs où c'est forcément surinterprété, par exemple. Je pense qu'il y a des choses que, bah, pourquoi il a mis ce truc-là ici, bah, ok, peut-être que, enfin, quand c'est obvious, quand c'est évident, bah, tu te dis, bon, bah, il l'a fait exprès parce que à ce niveau-là, pourquoi ça rime avec ça, bah, quand tu regardes le contenu du poème, bon. Tu comprends pourquoi. Mais il y a des choses, par exemple, des allitérations, qui sont très bien, qui peuvent être juste parce que c'est stylé, les allitérations, tu vois. Mais tu vois, là, tu soulignes un truc que j'adore. C'est en même temps une limite de l'art, d'une œuvre d'art. Parce que l'art, en général, ça peut aussi regrouper les productions. Donc, je vais parler d'œuvre d'art. C'est en même temps une limite d'œuvre d'art. Parce que c'est là où les intentions de l'artiste s'arrêtent. Mais c'est en même temps une force d'une œuvre d'art. Parce que ça peut aller tellement plus loin que ça. Et donc c'est là où la surinterprétation, moi je sais pas, j'adore ça. Enfin, je sais pas vous, mais personnellement, j'aime tellement ça parce que ça me permet de me dire, waouh, ok, donc peut-être que l'artiste ne l'a pas voulu, mais en tout cas, l'objet esthétique qu'il vient de produire va encore plus loin que ce qu'il a voulu. Et c'est là aussi où une œuvre d'art peut être impressionnante, c'est que est-ce qu'il faut détacher l'artiste de son œuvre? Bon, c'est le débat infini, je pense pas qu'on va s'y diriger, mais en tout cas, on peut détacher les intentions de l'artiste de l'œuvre une fois qu'on a compris toutes ses intentions. Je pense que c'est assez intéressant de réfléchir à cela. Et j'aimerais continuer de faire avancer le débat en vous posant la question: en quoi une production, comment on peut différencier une production artistique d'une œuvre d'art en exemple concret selon vous? Compliqué comme question. Bonne question. Oh là là. Page blanche. Page blanche. C'est pas vache, c'est... Ouais, où est-ce que tu veux nous emmener? Ce que là où je veux vous emmener, c'est justement en quoi une production n'est pas une œuvre d'art. C'est ce que j'aimerais qu'on définisse. Mais pourquoi une production ne serait pas une œuvre d'art? Ah oui, c'est ça la question. Déjà, c'est quoi une production artistique? Pour moi, il y a un mot reconnaissance. Je reviens dessus, mais de toute façon, on a à peu près discuté tout à l'heure. C'est en quoi, qu'est-ce que l'art? On a discuté. Pour moi, c'est une production peut devenir une œuvre d'art. À mon avis, une œuvre d'art peut pas devenir une production. Mais à la base, toutes les œuvres, pour moi, à la base, toutes les œuvres d'art sont des productions artistiques. Mais les œuvres d'art, par rapport aux productions, elles ont été reconnues, tu vois. Pour moi, ça va être un truc un peu comme ça. Peut-être faites-moi changer d'avis si vous voulez. Pour moi, il y a aussi peut-être la notion de réflexion derrière. Je vais prendre exemple de film parce c'est l'exemple un peu évident qui vient en tête. C'est par exemple, je sais pas moi, Les Tuches. Pour moi, c'est pas une œuvre d'art parce que ça n'a pas pour but de faire réfléchir derrière. Ou alors, il y a une petite morale, mais c'est pas, voilà. Alors que le film Io, dont j'ai déjà parlé, pour moi, c'est une œuvre d'art parce qu'il y a déjà une musique qui est exceptionnelle, il y a une façon de filmer qui est très originale, mais surtout, il y a un message derrière, il y a un but, il y a beaucoup d'émotions également. Non, mais tout à l'heure, t'étais pas d'accord avec la notion de message que Claire a dit? Certes. Oui, mais c'est qu'il y a encore la notion d'objectif, enfin la notion de... Objectif subjectif. Non, la notion de ce qu'a voulu faire passer l'artiste. De but de l'artiste. Voilà, de but de l'artiste. Il y a aussi cette notion-là, effectivement, où, et je m'auto-contredis. En fait, et parce que, ce qu'on va dire, c'est que tu vois, là, dans ton histoire, c'est un film qui va avoir une histoire claquée, mais qui va avoir peut-être des jolis plans,
faut pas que l'histoire soit claquée, mais tu vois, on va avoir des jolis plans, une jolie lumière, un son tip top. On va dire que c'est une œuvre d'art parce que même si l'histoire est un peu bateau, tu vois, c'est un film qui va être esthétique. Un film, au contraire, qui va être plutôt banal en termes de son, en termes de lumière, de cadrage, de plan, mais qui va aussi avoir une histoire avec plein de rebondissements, une histoire ultra intéressante, ultra originale. On va aussi dire que c'est une œuvre d'art, tu vois. Pourtant, c'est tous les deux films, dans la même notion, dans la même grande famille de l'art. En fait, si j'essaie de traduire ce que veut dire Babouillou, et en tout cas, je suis d'accord avec ce que je vais dire actuellement. Plutôt bien. Ouais, c'est que de ce que j'ai compris, tu voulais dire que une œuvre d'art, il y a un côté de réflexion derrière que la production n'a pas. Oui, ou alors, oui, je dirais qu'il y a le côté réflexion, il y a le côté... intellectuel. Le côté réflexion, effectivement. Il y a aussi, personnellement, je pense, le côté émotion. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? On en parlera dans quelques minutes, ça, du côté émotion. D'accord, du coup, oui, je dirais qu'il y a vraiment le côté réflexion, le fait que on n'est pas obligé de réfléchir si on voit un film avec une histoire bateau, mais avec des super paysages. Mais si on le remarque, par exemple, je vais très peu remarquer les musiques, la musique d'un film. Pourtant, la musique peut rendre un film artistique. Et alors que Noé, par contre, il fera extrêmement attention. Je sais que j'ai tendance plutôt à me concentrer sur le scénario, du coup, en l'occurrence. Alors pour moi, le scénario, je n'ai rien à claquer. Mais du coup, en fait, là où Claire t'avait raison, je trouve, c'est quand tu dis qu'un film avec un super son et tout va être considéré comme une œuvre d'art, autant qu'un film qui n'a pas tout ça. En fait, c'est des choix. Pour moi, c'est encore une fois, on revient à cette histoire de choix, c'est-à-dire en fonction des choix que va faire l'artiste qui va créer le film, ou alors les artistes, parce que généralement sur un film, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent. Pour moi, il y a une vision derrière qui est importante, et donc ces choix que va faire par exemple le réalisateur pour faire ses plans et sa mise en scène, qui sont super importants parce que c'est grâce à ça, c'est ces choix esthétiques qui vont faire justement transmettre tout le cheminement intellectuel que s'est fait l'artiste au spectateur. Et donc pour moi, c'est là où on peut justement descendre tout ce qui est production Marvel et tout, parce que ouais, c'est un super son, c'est une super image, des effets spéciaux. Bon, non, pas les effets spéciaux. J'aime pas les effets spéciaux Marvel, mais en tout cas, il y a une sorte de travail esthétique. D'un point de vue très un travail de la forme qui est très impressionnant parce que oui, c'est beau, littéralement, mais par contre, ouais, c'est beau, mais ça veut rien dire. Il n'y a aucune réflexion derrière. Donc ce que tu as fait, c'est une très belle production, mais s'il te plaît, laisse-moi réfléchir avec des œuvres. Et donc, c'est là où c'est intéressant de voir que, en fait, un travail bien fait, c'est pas forcément une œuvre d'art. Et donc, c'est là où... On revient au côté réflexion. Ouais, mais c'est là où on peut justement un peu casser cette idée de l'art d'un point de vue grec antique, parce que l'art, c'est la technique, mais pourtant aujourd'hui c'est plus le cas. Ouais, un court-métrage qui a de personnes qui ont un débutant, qui ont de faibles moyens, tu peux très bien trouver ça comme de l'art en fonction de comment il est réalisé. Exactement, et typiquement, ce que je voulais dire, c'est que l'esthétique, c'est pas forcément rendre quelque chose beau, ça peut être aussi le choix de le faire moche. Ça dépend. Je vais reprendre l'exemple de Io parce que c'est un film qui m'a bouleversée. C'est extrêmement anxiogène. C'est-à-dire que les plans vont avoir tendance à être très bizarres. Des fois, tout devient rouge sans aucune raison. Juste, toutes les images sont en rouge. Enfin, c'est pas esthétique, c'est pas beau, c'est angoissant. La musique est super stressante, super forte. Mais pourtant, ça reste... Enfin, voilà. Ouais. J'ai un exemple très parlant aussi dans ce domaine. Je me souviens plus du tout du nom du film, vous m'en excuserez. Mais je vais vous le décrire parce que c'est très parlant, c'est très visuel quand je vais le décrire. En gros, on le voit dans le cinéma aujourd'hui, par exemple, les scènes de viol sont beaucoup sexualisées, on met énormément en valeur le corps de la femme, on le sexualise à mort, et donc ce n'est plus une scène de viol, littéralement, c'est juste un fétiche un peu bizarre que le réalisateur va faire parce qu'il va bien filmer, alors que finalement, il va bien filmer quelque chose d'horrible. C'est là où on peut se dire, ok mec, qu'est-ce que tu racontes derrière ça ? C'est bizarre ce que tu fais, pourquoi ? Et il n'a pas forcément de raison derrière ça. Et c'est là où il y a une réalisatrice qui a fait un film, je suis désolé, je me souviens toujours pas du nom, où il y a une scène de viol, pareil, elle va le filmer de loin, mais par contre, entre les plans, elle va faire des jump cuts dans lesquels elle va insérer des énormes plans de bouche qui sont en train de manger des trucs horribles, bien juteux, bien dégueulasses, tu vois, quelque chose qui te répugne. Et c'est là où tu te dis, ok, il faut arriver jusqu'à mettre des plans de quelque chose qui dégoûte,
pour qu'on ait le dégoût du viol, tu vois. Mm. Et donc c'est ça un choix esthétique, c'est que c'est littéralement, c'est horrible son montage, enfin, on comprend pas du tout, c'est des plans qui sont entrecoupés, il y a aucune cohérence. Et finalement, si tu te penches un peu plus, tu te rends compte que ouais, elle a fait ce choix esthétique pour que nous, on ait ce ressenti et qu'on comprenne telle chose. Et donc c'est pour ça que c'est pour moi très important de différencier œuvre de production. C'est que ça n'a pas du tout le même but. L'œuvre aura un but de divertissement, alors que l'œuvre va avoir un but de réflexion. La production, divertissement, œuvre, réflexion. Oui, merci. T'inquiète. Et donc tout à l'heure, Babouliou, tu as parlé de sensibilité, d'émotion, de sentiments. Selon vous, en quoi la sensibilité, les émotions, les sentiments, tout ce qui se rapporte à nous, ça a joué dans l'appréciation d'une œuvre d'art. Et ça a joué dans une œuvre d'art, en fait. Personnellement, c'est indissociable Enfin, je pense que pour arriver à comprendre ce qu'est l'art, il faut voir une œuvre qui nous fera de l'émotion. Et après, on peut voir des œuvres qui nous procureront pas spécialement d'émotion tout en les comprenant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah, c'est-à-dire que tu peux te balader dans un musée et phaser sur une œuvre que les autres trouveront à chier. Et par contre, balader devant la Joconde en disant Bon, ok, c'est une dame. tu vois. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Ah, surprenant. Ouais, je suis pas d'accord. Pour moi, les émotions, la sensibilité, tout ça, ça a joué dans l'appréciation d'une œuvre d'art, mais pas dans sa compréhension, ni dans son, comment on appelle ça, mince, mince, j'ai plus les mots, mais en tout cas, pour moi, la réflexion, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire, ouais, c'est ça. Je perds mes mots, je réfléchis énormément, je suis désolé en parlant, mais je vais parler avec un exemple, ce sera beaucoup plus clair. En fait, si par exemple, comme tu l'as dit, va y avoir une œuvre d'art que toi tu vas énormément apprécier et que les autres vont passer à côté, c'est dû à ta sensibilité, à ton intériorité, donc à ta propre subjectivité. Mais par contre, ce que dit l'œuvre, ça c'est objectif. On est d'accord, c'est l'artiste, il a des réflexions, il veut les faire passer, et donc en soi c'est objectif ce qu'il veut faire passer. Ok, j'ai rien dit, je suis d'accord avec Noé. Si je veux l'appuyer avec un philosophe, c'était Platon, tout à l'heure je l'ai cité, dans Le Politique, il dit que l'art c'est le vrai. Et en fait ce qu'il dit derrière, c'est que il associe le terme de beau au terme de vrai, et il dit que les œuvres d'art devraient s'inspirer de la nature. Là où je suis pas d'accord, c'est non, c'est pas forcément le vrai, mais par contre, c'est objectif. C'est ce qu'il veut dire à travers ses propos, c'est que l'art, c'est objectif, ça a une dimension objective, et Bergson, il dit la même chose, ça parle à tout le monde, et tout le monde serait en capacité de le comprendre, forcément avec l'éducation qui va derrière, parce que, évidemment, l'art, c'est quelque chose qui s'apprend et on a beaucoup de mal. On peut apprécier une œuvre d'art, mais on aura beaucoup de mal à la décrypter si on n'y est pas entraîné, tout comme décrypter une équation de maths, par exemple. J'ai jamais dit le contraire. Pour moi, c'est le même type que si tu vas écouter une musique qui va te bouleverser, écouter une autre musique qui va rien te faire. Tu peux comprendre le message de celle qui va rien te faire. Tu l'as peut-être même compris. C'est pour ça qu'il t'a pas bouleversé. Alors que le message de l'autre musique, il t'a bouleversé. Et enfin, je dis le message, mais tu vois, je mets l'intention aussi. Tu peux comprendre l'intention d'une œuvre d'art, donc l'objectivité de l'œuvre d'art, sans pour autant qu'elle te bouleverse. Et que. Et là où je veux en venir aussi, c'est que parfois, les émotions, ça peut aider à la compréhension. C'est-à-dire que. Exactement. Voilà. Je vais prendre un truc horrible parce que c'est le premier truc qui me vient par la tête et parce que tu t'en as parlé juste avant. Mais si tu vas prendre dans une œuvre d'art une personne qui. Enfin, le tableau, ça va être une personne qui va se faire violer. Et bah, si toi-même tu as déjà été violé, il y a de fortes chances que tu te reconnaisses dedans et que tu comprennes plus rapidement et plus facilement l'œuvre, qu'elle te bouleverse parce que ça te rappelle des émotions que tu as vécues, qu'une personne qui n'a pas été violée mais qui est sensibilisée, qui va aussi être bouleversée, mais d'une façon différente et qui va moins la comprendre en soi qu'une personne qui a vécu ça. Donc les émotions aident à la compréhension d'une œuvre d'art, même si elles ne sont pas forcément nécessaires à la compréhension d'une œuvre d'art, elles aident, nettement. Et donc en fait là aussi il y a un point à souligner qui est important, c'est que ça peut servir à la compréhension d'une œuvre d'art parce que en fait l'artiste choisit aussi quelles émotions il aimerait qu'on ressente. Et donc ça peut permettre de ok, je ressens telle chose, pourquoi pour telle chose, ok, mais pourquoi l'artiste a voulu faire passer ça, etc. On en revient toujours à l'aspect réflexion.
Et donc, en continuant sur ce sujet, j'ai encore quelques petites questions à vous poser. On viendra peut-être à parler de l'artiste et de l'œuvre d'art et est-ce qu'il faut le différencier au vu du temps qui va nous rester. Mais tout à l'heure, en introduction du débat, j'avais dit que il y avait beaucoup de philosophes qui avaient essayé de définir l'art. J'avais cité Kant, Bergson, Platon, genre Kant c'est le beau, Bergson l'art c'est objectif, Platon l'art c'est le vrai, etc. Mais pourquoi il y a autant de définitions qui se confrontent? Pourquoi c'est aussi varié? Pour moi, c'est que c'est quelque chose qui n'est incompréhensible. C'est-à-dire que... Alors que pourtant on vient d'en faire une définition, tu vois. Bah, c'est-à-dire que même la définition est floue. C'est-à-dire que j'arriverai même pas avec la définition qu'on s'est fait à ressortir une définition parce que on a dit tellement de trucs et tout ce qu'on a dit, il y a des choses qui se sont contredits à l'intérieur et chacun peut avoir sa propre définition parce que chacun a une je suis pas d'accord. sensibilité différente à l'art. Et pour moi, c'est si difficile de pouvoir en trouver une définition parce que chacun va, malgré le fait qu'il y a une définition objective à l'art, chacun va s'en faire son propre avis dessus. Ouais, mais ça veut dire que là, c'est comme tout, tu vois. Par exemple, tu dis, oui, j'ai un micro devant moi. Un micro est un appareil qui permet de transmettre les signaux électriques en ondes sonores, tu vois. Les ondes sonores en signaux électriques, plutôt. Et si je dis, ouais, non, moi, je vois une poêle, tu vois. Moi, mon intériorité me dit que c'est une poêle. C'est la même chose que si tu dis, oui, tout le monde peut avoir une définition personnelle de l'art, je trouve. En fait, là où c'est très compliqué, c'est que l'art est un domaine très très vaste et très compliqué en lui-même. Mais on peut retrouver justement une définition objective parce que si on retourne sur ce qu'ont dit les philosophes, donc l'art c'est le beau, l'art c'est le vrai ou tous les trucs comme ça, en fait à chaque fois, si on se penche un peu sur le sujet, on remarque que ce qu'ils définissent comme étant le beau, le vrai, quelque chose d'objectif, c'est l'esthétique. Parce que, par exemple, si je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure avec Platon, quand il dit l'art c'est le vrai et que les œuvres d'art devraient s'inspirer de la nature, en fait, il dit les œuvres d'art devraient ressembler à la nature, donc leur forme devrait être ressemblante à la nature. Donc en fait, finalement, il parle de l'esthétique. C'est pareil pour le beau avec Kant, et pareil avec Bergson, pareil avec tous ces philosophes-là. Et en fait, pourquoi c'est si différent? En fait, s'ils parlent de la même chose, s'ils parlent tous de la même chose, pourquoi c'est si différent? Parce que les esthétiques, on peut en avoir une infinité. C'est-à-dire, on peut faire une infinité de choix qui vont se transmettre dans une infinité de formes, tu vois. Et donc, pour moi, c'est pour ça que c'est aussi différent. C'est parce qu'on s'axe pas sur la définition d'une œuvre d'art ou de l'art en général. On s'axe sur la forme que ça prend à chaque fois, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait on parle de la même chose, c'est juste que c'est tellement varié qu'on va mettre des mots différents dessus, mais on est tous d'accord finalement. Après moi je pense que t'as un côté qui est difficile à définir parce que y a je mets des grosses guillemets, inutilité. Je mets des grosses guillemets. Parce que tout ce que tu disais tout à l'heure entre le micro et la poêle, ils ont une utilité. Le micro, pourquoi c'est un micro? Parce qu'il a l'utilité de capter les ondes sonores et qu'il les retransmet en signaux électriques. La poêle, pourquoi c'est une poêle? Parce qu'elle a l'utilité de faire cuire des œufs, tu vois. Mais l'art, t'as pas une utilité aussi concrète. Parce que pour moi, tu peux avoir une utilité à l'art, je sais pas encore laquelle c'est, mais tu peux en avoir une. Il y en a une. Si j'essayais d'en donner une, ou en tout cas une œuvre d'art, pas forcément une production, ce serait de transmettre, comme on l'a dit, des réflexions et transmettre le cheminement intellectuel d'un artiste. Et tu vois. c'est pour ça que je trouve que ça, c'est plus compliqué à définir parce que t'as pas une utilité concrète de c'est un objet qui fait ça, tu vois. Ouais. C'est comme, enfin, alors c'est peut-être complètement faux ce que je dis, mais tout ce qui est compliqué à définir, bah tu peux remarquer que ça t'as pas une utilité concrète. Le temps, assez compliqué à définir aussi, pas une utilité concrète. Tu peux pas. Ouais. Voilà. Je vois, pareil, si on parle, je sais pas, si on dit ouais, c'est quoi la politique? Voilà. Et qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est le fait de diriger un pays. Dans un autre, c'est le fait de réfléchir à comment la société évolue. Et dans un autre cas, machin, tu vois. Ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et donc, Babouillou, peut-être un truc à rajouter sur
sur ça. Bah Non, oui, c'est il est super il est intéressant. perdu. là, Non, depuis- c'est que je vous écoute, etc. J'essaie de chercher des choses à dire, mais c'est que c'est tellement flou Dense. et C'est vague. très, très Il dense. faudrait vraiment passer plusieurs heures à traiter ce sujet, quoi. Pour une fois que c'est pas moi qui est dans cet état-là. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis vraiment en état végétatif et je les regarde et je suis en mode oh, ils sont intelligents. Une belle plante. Je vais vous Enfin, poser. Ouais, Si je devais vraiment vas-y. dire. Tu peux répéter la question? La exactement. question, c'était pourquoi on avait tant de définitions de l'art différentes. Parce que l'art est, à mes yeux, indéniablement lié à la sensibilité et au ressenti, et qu'on a tous une sensibilité et des ressentis différents. Ouais, Pour moi, on l'a ce serait, contre-argumenté tout à l'heure. ce serait l'explication pratique. Ouais, mais d'un autre côté, ça, on l'a contre-argumenté tout à l'heure. Oui, je sais. Mais ça, Oh. pour moi, ça reste. En gros, si on devait être le plus objectif possible, bah, c'est parce que chacun voit les choses différemment. Ouais, Mais après, ça marche pour tout et c'est pas intéressant, quoi. Parce Mais- qu'en soi, en philosophie, je pense que si vous mettez en conclusion, bon, bah, du coup, chacun a son avis, je pense que vous allez vous faire saquer au bac. Hein. Ce qu'il faut pas que je fasse, même si j'ai tendance à faire ça. Oui, non, Claire. Il ne faut pas agiter le drapeau de la paix. Je suis trop pragmatique. Tu vas toujours battre, chacun a son avis différent, donc c'est comme ça. Moi, c'est mon avis. Il faut respecter l'avis de tout le monde. les débats dans les émissions radio si on a tous un avis différent? Parce que c'est Justement, intéressant de confronter confronter. nos avis. Et comme ça, je sais pas pour vous, mais personnellement, pendant les émissions radio, je change beaucoup d'avis. Souvent, Moi, ça j'essaie de dépend. garder un peu la ligne directrice de ce que je pense au début pour alimenter le débat, mais vous me faites très souvent changer d'avis. Enfin, changer, ou en tout cas, Ouais, vous, on fait évoluer la vous chose. évoluez mon avis. J'avais une dernière question avant de passer à la question qui fâche qu'on a abordée tout à l'heure. Est-ce que selon vous, c'est possible, ou en tout cas on a le droit d'esthétiser tout ce qu'on veut? Oh là là, mais elles sont fais ce compliquées tes Tu questions. fais ce que tu veux avec ce que tu veux, tu vois. C'est-à-dire que c'est ton choix. Après, est-ce que c'est ce qui est bénéfique pour tout le monde? J'en sais rien. Déjà, Claire, son nouveau slogan, c'est mon art, mon choix. mais Tu fais ce que tu veux, dire ce que c'est esthétiser pour les téléspectateurs. Les téléspectateurs, waouh, ça, Wow. ça évolue en 2 mois, choupote. Pour nos auditeurs, en gros, pour moi, esthétiser, c'est tout simplement juste donner forme, tout simplement. C'est donner forme à quelque chose. Et donc, si j'essayais de répondre à cette question, est-ce qu'on peut esthétiser tout? Pour moi, oui, mais il y en a beaucoup qui diraient non. Pourquoi? Par exemple, si on prend l'exemple Steven Spielberg. Steven Spielberg qui a réalisé La liste de Schindler. Faut que je le regarde. Un film historique qui esthétise et en même temps un événement horrible, c'est-à-dire qui va esthétiser l'événement le plus horrible de l'humanité probablement, et en même temps va esthétiser l'histoire, c'est-à-dire ce qui s'est réellement passé. Est-ce que on a moralement le droit d'esthétiser ça, sachant qu'on ne peut pas faire la réalité finalement, parce que même si on essaie le plus de s'en rapprocher, on ne peut pas rendre la réalité à ce qui a été. Et pareil pour l'horreur, est-ce que moralement on a le droit d'esthétiser ce qui a été le martyre de millions de personnes? Pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt de la mise en valeur. Je mets toujours des guillemets. C'est-à-dire que pour la liste de Schindler, c'est faire se rendre compte aux gens de c'était comme ça, c'était horrible, tu vois. T'as un côté de prise de conscience derrière. Derrière, en tout cas, ça. Après, il y a des... je suis pas forcément d'accord avec tout. Parce que là, pour la liste de Schindler, on a un recul en soi un petit peu. Tu vois, après, il y a des séries comme la série, des séries sur des serial killers, mais qui ont réellement existé. Je peux trouver ça... Dérangeant? Non, pas dérangeant, mais maladroit. Maladroit parce que, par exemple, tu vois, il y a encore des victimes au premier degré de ces meurtres qui sont encore en vie et qui donc peuvent être touchés et qui se disent... Enfin, tu vois, ça peut être leur rappeler leur histoire, qu'ils n'ont pas forcément envie de se rappeler. Ça peut aussi... Tu vois, en fait, c'est con, mais tu mets en valeur quelqu'un qui a buté des gens. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on aurait le droit de mettre en avant un viol ou une agression sexuelle? Parce qu'en soi, ça concerne des gens tout le temps, ça en concernera toujours. C'est une vraie Très question. compliqué comme question. Bah, je pense que t'as une différence... Alors, c'est peut-être très très con ce que je dis, hein. Je suis désolée si mes propos heurtent des gens ou quoi que ce soit. C'est peut-être maladroit ce que je dis aussi, j'en sais rien. Mais pour moi, la différence, c'est que... Comment dire? Je sais ce que je veux exprimer, mais... C'est le fait de la personnalisation de la chose ou pas, par exemple? Ouais, bah c'est-à-dire que voilà, un viol, ça existe,
Mais tu vois, si par exemple tu reconstitues la scène d'un viol qui a déjà réellement été été fait, ça me dérangerait, tu vois. Par contre, si tu inventes une histoire de toute pièce avec un viol à l'intérieur, c'est dérangeant parce que une scène de viol est vraiment dérangeante. Mais t'as un côté où si c'est bien filmé, si c'est bien mis, si c'est bien fait. S'il y a des vrais choix derrière qui sont pertinents. Ça peut en fait pas mettre en lumière, mais se dire ok, regardez, c'est horrible, tu vois. Mais en fait, alors que par rapport aux histoires de serial killer, comme je disais tout à l'heure, là tu mets en scène ce qui s'est vraiment passé, la vraie mort de quelqu'un. Mais finalement, c'est pas si différent que mon exemple de Steven Spielberg et la liste de Schindler. Parce que tu mets en scène la vraie histoire, tu peux pas dire la vérité, tu peux pas justement. Ouais, mais tu vois, t'as un côté où. C'est le recul en fait qu'on a par rapport à l'histoire. Ouais. Enfin, je sais que j'avais lu quelque part que les familles des victimes de Dahmer, je crois, avaient été choquées par la série Netflix. Et moi, je peux le comprendre, tu vois. Mais peut-être que comme des victimes de la Shoah ont pu être choquées par la liste de Schindler. Après, je suis pas forcément d'accord avec ce que je vais dire, c'est pour nourrir le côté plus oui, on peut tout esthétiser et c'est quoi le mot esthétiser. Non mais je fais la même chose que toi depuis tout à l'heure. Moi aussi j'ai pas forcément d'avis sur cette question parce que c'est trop complexe. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Mais en fait, si je devais aller dans l'argument de oui, on peut tout esthétiser, c'est qu'il y a un côté aussi, si on esthétise plus, c'est comme si ça existait plus entre gros guillemets. Ouais. Vous voyez, nos cours d'histoire, c'est pas forcément la réalité, il y aura forcément des déformations, puisqu'on peut jamais avoir le passé comme il était réellement. Et pourtant, le fait d'esthétiser, ça donne vie et ça continue à faire vivre. Et c'est pour ça aussi qu'on passe autant de temps en cours, depuis qu'on est petit, à étudier les guerres mondiales. C'est pour dire, regardez ce qui s'est passé, ça a existé, faut jamais recommencer ça. Ça, c'est ce que je pense que les différences que peut y avoir entre la liste de Schindler et la série sur Dahmer, c'est que t'as une importance un peu plus mondiale dans la liste de Schindler que dans les meurtres de Geoffrey Dahmer, tu vois, où la Shoah, tout ce qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale, ça touche tout le monde. Enfin, j'espère en tout cas que tout le monde se dit oh putain, c'est horrible ce qui s'est passé et oui, je pense que personne ne se tape une barre devant ce film. Ça, c'est sûr. Voilà, alors, en soi, les meurtres des serial killers aussi, mais t'as un côté beaucoup plus restreint parce que ça n'a pas touché une masse de population énorme. Après, je trouve que les meurtres de serial killers, par exemple, les reportages qui parlent de ça, je trouve qu'il y a un côté vachement glauque. Les gens regardent ça en mode « Oh, c'est fascinant !» et je trouve ça encore différent. Ouais, mais est-ce que justement un reportage, c'est pas un moyen artistique de faire transmettre des choses? Il y a toujours débat là-dessus. Moi, on va pas rentrer dans le débat du reportage. Si j'essaie de verbaliser l'avis que je viens de me forger sur cette question que j'ai posée tout à l'heure et que Claire a si brillamment défendue, pour moi, en fait, oui, on peut tout merci Babouillou de me retransmettre ton syndrome. Oui, on peut tout esthétiser. Pourquoi ? Parce que l'esthétisation, dans le cadre d'une œuvre d'art, là je parle seulement dans le cadre d'une œuvre d'art, c'est la transmission des choix de l'artiste au spectateur, la transmission de son cheminement intellectuel. Et si son cheminement intellectuel concerne ce qui s'est passé dans la réalité, alors là je vois pas de problème pour qu'il n'esthétise pas ce qui s'est passé dans la réalité, pour que le spectateur puisse justement comprendre son cheminement intellectuel. Mais par contre, dans le cas d'une production, est-ce qu'il est moral de tout esthétiser ? Moi, je trouve que là, c'est beaucoup plus problématique parce que dans une production, il y a une valeur, comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup plus récréative. Le spectateur va vouloir juste se divertir devant une production au lieu de réfléchir devant une œuvre d'art. Et c'est là où ça pose problème. C'est que, est-ce qu'on peut s'amuser de ce qui s'est passé dans l'histoire et d'événements horribles ? Là, je pense que la réponse serait non. Après, je pense que personne va s'amuser à faire une production à partir de quelque chose de désastreux. Bah oui et non. Parce que si tu regardes typiquement les Marvel,
tu vois, les méchants de Captain America, c'est les nazis, tu vois. Et typiquement, ouais. Je savais pas. J'ai jamais regardé Y a- Marvel. C'est vraiment des nazis. Bah, en fait, c'est surtout que c'est l'époque où les comics sont apparus. C'est ça. C'était Seconde Guerre mondiale. Et donc, le grand méchant, le grand ennemi des États-Unis, ça va être les nazis et ça va être aussi Les Russes. les Russes. Ok. Enfin, du coup, les URSS. Ouais, Mais c'est dit comme tel ou c'est une métaphore? Ah ben, en fait, c'est passé de nazi à Hydra, en fait, qui est la métaphore des nazis. Donc il y a un moment, c'était vraiment des nazis. Et c'est là où, en fait, ça peut me déranger. C'est à partir du moment où on rend les choses esthétiques et attractives, en fait, pour leur valeur commerciale et pour leur valeur récréative. Là, je pense que ça peut déranger. Oui, bien sûr. Peut-être qu'on peut passer à la dernière question, si ça vous va. Oui. La fameuse question, on a 10 minutes pour la traiter, sur l'artiste et son œuvre d'art ou son travail artistique. Est-ce qu'on peut se permettre de différencier l'artiste de l'œuvre? Oui, Babouillou. Pour moi, on peut. Enfin, j'ai une réponse vraiment toute simple, pas trop réfléchie qui me vient en tête. C'est par rapport à la surinterprétation. À partir du moment où on entre dans la surinterprétation, ou alors on n'est pas sûr des intentions de l'artiste, il faut détacher l'artiste de l'œuvre parce que tu vas comprendre quelque chose qui va te donner une perception de quelqu'un, c'est-à-dire l'artiste. Ah, si l'artiste te présente son œuvre, te dit tiens regarde c'est ce que j'ai fait ça pour ta. Je pense qu'on peut associer les deux, mais à partir du moment où tu vas toi-même interpréter ou alors où tu vas surinterpréter ce qu'il t'a déjà expliqué, il faut le détacher parce que tu seras plus forcément dans le vrai. Pour moi, sur le principe, tu peux détacher une œuvre de sa personne tant que l'œuvre en elle-même ne contient pas N'est pas problématique. n'est pas problématique. Après, je dis pas tout le temps, mais souvent, par exemple, une personne qui va être profondément machiste ou sexiste va avoir tendance, si c'est ancré dans son être, dans sa personne, va avoir tendance à le retranscrire dans sa production ou dans son œuvre, tu vois. Bah après, forcément, parce que regarde, imagine, on va reprendre l'exemple des textes de français. Des fois, on surinterprète ce que quelqu'un a voulu dire. Par exemple, on est en mode là, regardez, il a voulu dire qu'il est amoureux de la femme qu'il vient de voir, alors que c'est juste qu'il y a eu du soleil à ce moment-là. Oui. Enfin, voilà. Non, Et mais du coup, là, il faut, je pense, se détacher Je suis- parce qu'à tout moment, tu donnes un sens qu'il n'y avait pas. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est-à-dire qu'à partir de ça, c'est plutôt. Là, c'est aussi le entre guillemets le boycott d'une œuvre. C'est-à-dire que tu peux très bien voir que dans une œuvre, il y a du sexisme, par exemple, te dire c'est pas cool, puis après tu regardes le bonhomme, tu fais oh punaise, bah tu m'étonnes que c'est pas cool si le bonhomme est comme ça. Oui, tu mais là, vois. c'est ce qu'il a voulu dire. Bah oui, mais c'est-à-dire que pour moi, à partir du moment où c'est comme ça, tu dis bon bah ce gars, enfin non quoi. Enfin, tu vois. Ouais, mais Oui, mais si après, là, en soi, c'est le message même de l'œuvre. Donc, en soi, tu Mm. as la bonne interprétation de base. Mais par contre, si toi-même, tu vas imaginer une interprétation ou que tu n'es pas sûr à 100%, voilà. Après, évidemment que... Enfin, personne va lire, je sais pas, on va reprendre l'exemple des nazis, personne va lire Mein Kampf en disant ah, c'est une œuvre à part entière, il faut dissocier son créateur et l'œuvre en elle-même. Mais en fait, là où c'est compliqué, c'est que certes, il y a une œuvre d'art qui va te transmettre des cheminements intellectuels qui peuvent être super intéressants, mais d'un autre côté, ces cheminements intellectuels, c'est ceux que se sont fait cette personne horrible. Donc, Pas forcément. Bah, Tu si. peux te faire des nouveaux cheminements. Oui, bien sûr, mais en fait, ce que l'artiste veut transmettre, il va te le transmettre dans tous les cas, tu vois. Et après, peut-être que toi, tu vas avoir autre chose et tu vas aller plus loin. Mais en fait, finalement, au départ, à la base de la base, tu vois, ce que tu reçois, c'est directement le cheminement que l'artiste s'est fait dans sa tête. Et si ce cheminement est problématique, si la personne est problématique, est-ce que justement l'œuvre d'art elle-même n'est pas problématique? C'est là où je voulais en venir Bah, dans un ce petit cas, peu c'est- dans ce que je disais. Mais C'est-à-dire que du coup, juste une question, c'est dans Oui. l'autre sens en fait. Moi, c'est parce que je vois l'œuvre qui mène à l'artiste, alors que vous pensez l'artiste qui Bah, mène à l'œuvre. Bah, En gros- les deux sont pertinents. C'est ça, Oui, dans mais c'est le que j'ai réfléchi que dans En un fait, sens. l'un n'existe pas sans l'autre. C'est-à-dire que d'un côté où si une œuvre pose problème, il y a de fortes chances que, enfin pose problème moralement, il y a de fortes chances que l'auteur de l'œuvre pose problème moralement aussi, tu vois. Alors un auteur qui pose problème moralement sur un certain point va pas forcément écrire sur ce point-là, donc va pas forcément poser problème sur ce point-là, tu vois. Mais il y a un côté où de l'œuvre vers l'auteur, tu vois, si l'œuvre est problématique, il y a de fortes chances que l'auteur soit problématique. Après, si l'auteur est problématique, l'œuvre ne l'est pas forcément. Ouais, et c'est là en fait où je pense qu'on peut contre-argumenter, c'est que en fait une œuvre d'art c'est aussi un objet à part entière qui va vivre sans son auteur finalement.
Et donc, à partir du moment où quelque chose vit sans la personne qui l'a créé, est-ce qu'il faut prendre en compte la personne qui l'a créé ? Ah, on pourrait vraiment faire ça en métaphore avec nous-mêmes. Est-ce que si tu vois quelqu'un, tu vas forcément penser à ses parents ? Ouais, mais là, c'est différent parce qu'un humain, ça évolue. Tu vois, un humain, ça Mais évolue, ça se fait. Une ses œuvre propres d'art avis. évolue également. En soi, elle évolue pas, mais elle évolue dans un monde qui Mais il change. y a un ça revient côté au même. où t'as quand même été éduqué par tes parents. L'œuvre a été créée par quelqu'un, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a quand même des... Même si tu t'en écartes de ton éducation de tes parents, il y en a qui détestent l'éducation de leurs parents, tu vois. Oui, une œuvre gardera effectivement toujours la trace de son créateur, mais il faut savoir, je pense, mettre la limite. Vous voyez ? Moi, je sais que je vois vraiment ça pour éviter de rendre le créateur problématique alors qu'il ne l'est pas. Après, moi, ce qui peut être aussi problématique, c'est l'affection que tu vas porter à un auteur d'œuvre. Typiquement, par exemple, tu vas te rendre compte qu'un auteur, c'est un gros connard, mais t'as tellement adoré son œuvre que tu fais mais en fait, tu vois, ça c'est bien parce que Oui. tu trouves des excuses en te disant c'est ce que En fait, ça le fait à beaucoup de monde, Mais tu moi peux comprise. te dire tout simplement, ok, son œuvre est bien, mais lui ne l'est pas. Pour moi, là où c'est très très complexe cette question, c'est que sur une œuvre d'art, tu vas avoir la réflexion de l'artiste qui va être transmise dans l'œuvre, donc qui peut être problématique. Et donc finalement, en voyant l'œuvre, tu ne peux pas la détacher de l'artiste à cause de ça. Et d'un autre côté, il y a les productions artistiques qui peuvent être aussi créées par des artistes. Et donc en fait, ces productions artistiques, même si elles n'ont pas ce cheminement intellectuel qu'a eu l'artiste, donc ne peut pas te transmettre justement une partie de la personnalité de l'artiste, en fait, elles ont une valeur récréative, donc une valeur commerciale. Et donc finalement, si tu continues de consommer ces productions, tu soutiens d'un autre côté cet artiste, Oui. alors que finalement, tu ne soutiens pas forcément un artiste en voyant une œuvre, mais tu peux ne pas être d'accord avec cette œuvre, mais par contre, tu reçois quand même un cheminement de l'artiste. C'est là où c'est très très Tu vois, complexe. Typiquement, j'ai pas, au vu des propos là, je vais faire un truc qui va te toucher aussi, au vu des propos de J.K. Rowling, Oui, j'ai pas envie de lui donner de l'argent. Mais j'ai acheté ses bouquins, mais j'ai regardé les films de Harry Potter, Voilà. mais j'ai des produits dérivés, mais tu vois, Mais oui, non, et je ça lui donne comprends. des sous. Ouais, mais je sais pas comment expliquer. Vous voyez ce que je... Ouais, mais En non, fait, c'est très je vois complexe. ce que tu veux dire parce que je l'ai exprimé un peu tout à l'heure aussi, tu vois. C'est le cas de... pour moi, J.K. Rowling, ça restera celle qui a écrit Harry Potter, donc un peu une génie. Mais elle a quand même eu des propos que je déplore complètement, qui sont des propos horribles que j'ai même pas envie de répéter citer. de près ou de loin, parce que c'est vraiment aucun intérêt. Et tu vois, t'as ce côté-là en moi qui est bon. Pourquoi t'étais si bien avant Et que c'est je là sache. C'est ça. où une production ou une œuvre d'art justement peut vivre sans son auteur. Et c'est là justement on où a je pense l'exemple qu'il faut la typique. détacher. Justement, encore plus. Mais Voyez, pourquoi? parce que en fait, Parce voyez- qu'il y a un grand public, c'est pour ça? Non, c'est même pas pour ça, c'est juste... Bon, on va reprendre l'exemple de J.K. Rowling. C'est des propos qui m'ont particulièrement touchée, vous vous doutez bien, et pourtant J.K. Rowling, même si je l'apprécie plus en tant que personne, ma sœur, par exemple, pendant un temps, elle voulait plus du tout acheter ses bouquins neufs, elle voulait uniquement les trouver d'occasion, et aussi bien par respect pour moi que pour pas lui donner de l'argent, mais d'un côté, t'es en mode, écoute... c'est son œuvre que tu vois, c'est pas elle, c'est pas, même si en soi c'est pas ses propos que tu soutiens, c'est son œuvre, c'est l'univers. Je sais pas comment expliquer. Pour moi, c'est à ce moment-là justement où encore plus il faut détacher les deux. Ce que je vois, c'est que tu vois, dans les livres de J.K. Rowling, enfin dans les Harry Potter, les autres je les ai pas lus, il n'y a pas de propos qui pourraient poser polémique, etc. Dans le livre. Si par exemple elle écrit un livre où il y a des propos qui posent polémique, Là, évidemment. et c'est surtout que tu vois, tu fais le lien. Oui, bien C'est-à-dire sûr. autant dans Harry Potter, tu fais pas le lien, mais dans un autre livre qui pourrait poser polémique, tu fais le lien que des propos qu'elle a dit. Oui, bien sûr. En fait, là, on entre dans un domaine qui est encore plus complexe que ce qu'on a essayé de définir jusqu'à présent, c'est l'art politisé. Donc je pense qu'on va pouvoir arrêter nos réflexions ici parce que on entre dans un domaine qu'on ne maîtrise absolument pas. Oui. Et donc c'est pour ça que, si vous êtes d'accord, on peut se dire un petit mot de la fin. Cacahuète. Mais je pensais pas à ce genre de mots. Oui, je ne sais pas. On va pas conclure parce que si on conclut, on va redébattre sur la conclusion. C'est vrai. Bon, merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Choupot sur l'Alta FM 90.2. C'était notre remake de l'émission sur l'art, l'une de nos dernières émissions.
Oui. Malheureusement, avec la larme à l'œil, on s'apprête petit à petit à vous quitter, mais ne vous inquiétez pas, il en reste encore une ou deux qui vont arriver. Puis même, on en refera d'autres. Même si c'est en visio sur Meet avec un son dégueulasse, je m'en fous, on en refera. Ah ben ça c'est sûr. Et donc c'était Choupote sur le Delta FM 90.2. Vous pouvez retrouver bien sûr toutes nos émissions sur YouTube, Deezer, Spotify et le site de Delta FM. Et on se dit à une prochaine fois. Au revoir tout le monde. Salut. Salut.